Et si, désormais, la suite de la guerre en Ukraine n'était plus décidée par une victoire éclatante ou une défaite écrasante, mais simplement par l'épuisement des sociétés et des armées? Sur le front de Kupiansk, l'immobilisme est devenu la règle. Les lignes bougent à peine, chaque mètre gagné se paie cher, et la ville ressemble à une frontière mouvante où Russes et Ukrainiens s'épuisent dans une guerre de position sans issue évidente. Alors que les combats stagnent, un autre front vacille, celui du soutien occidental. Autrefois unanime, il se fissure. Les débats politiques s'enflamment à Londres, à Paris, à Berlin. Faut-il continuer à s'engager, à fournir des armes, à risquer une implication plus directe? Les grandes annonces sur des missiles ou des instructeurs masquent mal la lassitude qui s'installe, aussi bien chez les dirigeants que dans l'opinion publique. Sur le terrain, les pertes humaines atteignent des niveaux alarmants. Les médias britanniques parlent désormais de plusieurs centaines, voire de milliers de volontaires étrangers tués, notamment des Britanniques engagés aux côtés de l'Ukraine. Pour chaque soldat tombé, c'est une famille qui s'interroge sur le sens de cet engagement et sur l'absence de perspective de paix. Partout en Europe, la fatigue gagne. Les citoyens, frappés par l'inflation, la peur de l'escalade et la succession de crises, commencent à détourner le regard. Le risque, c'est que la guerre devienne une sorte de bruit de fond, une nouvelle normalité à laquelle on finit par s'habituer, au détriment de notre sécurité collective et de l'avenir du continent. Si nous ne prenons pas la mesure du véritable enjeu, la société européenne pourrait bien accepter l'impasse comme si la paix n'était plus une option, mais une illusion. Pour comprendre comment la guerre en Ukraine s'est transformée en conflit d'usure et pourquoi le statu quo actuel nous concerne tous, il est essentiel de revenir sur les étapes et les dynamiques qui ont façonné cette nouvelle réalité. Comment une crise, autrefois considérée comme locale, s'est-elle transformée en enjeu planétaire, capable de bousculer tout l'équilibre européen? Pour comprendre, il faut regarder au-delà des titres chocs et suivre la ligne de front, qui s'étire et s'enlise, notamment autour de Kupiansk. Ici, la progression militaire reste lente, chaque mètre gagné coûte cher, et le contrôle partiel de la ville rappelle que la guerre est avant tout une épreuve d'endurance, où rien n'est jamais vraiment acquis. Sur le terrain, les tactiques évoluent. Frappes ciblées sur la logistique, opérations de sabotage, infiltration de groupes spéciaux qui testent en permanence la vigilance adverse. Loin des grandes offensives classiques, ce sont désormais les actions discrètes, les coupures de lignes d'approvisionnement et l'usure des ressources qui font la différence. Mais un autre bouleversement s'opère. L'arrivée de nouvelles armes occidentales, comme des missiles de croisière ou des drones de nouvelle génération, modifie peu à peu l'équilibre des forces. Ces équipements, souvent issus de la technologie américaine, britannique ou française, offrent à l'Ukraine des moyens de frapper loin derrière le front, visant parfois des infrastructures jugées stratégiques par Moscou. Chaque annonce de livraison de matériel militaire, chaque rumeur sur la présence de missiles ou de drones inédits augmente la nervosité dans les états-majors. Dans ce contexte, la polémique enfle autour de l'implication directe de Londres et de Paris. Les informations se multiplient sur la présence d'instructeurs britanniques sur le terrain ou sur la possibilité d'un déploiement de légionnaires français, officiellement pour former les troupes ukrainiennes. Derrière ces formules prudentes, certains y voient les prémices d'un engagement bien plus direct. Les débats sont vifs à Londres comme à Paris. Jusqu'où pousser la solidarité? Faut-il aller au-delà des simples livraisons d'armes? Le risque d'escalade n'a jamais semblé aussi concret. Washington, de son côté, joue un jeu plus ambigu. Les États-Unis promettent un soutien aussi long que nécessaire, mais hésitent à franchir certaines lignes rouges, conscientes des conséquences imprévisibles d'une confrontation ouverte. Le Congrès débat, la Maison-Blanche ménage ses partenaires et surveille l'opinion publique, partagée entre l'idée d'aider une démocratie attaquée et la crainte d'être aspirée dans un conflit sans fin. Ce qui se joue ici, c'est la manière dont la frontière entre soutien indirect et engagement direct devient chaque jour plus floue. L'escalade se fait par petits pas. Chaque livraison d'armes, chaque annonce de formation supplémentaire, chaque mission d'instructeur repousse un peu plus les limites. Ne pas voir cette lente montée des enjeux, c'est ignorer comment des décisions apparemment limitées aujourd'hui peuvent déclencher des réactions en chaîne demain. Les conséquences pourraient devenir incontrôlables, affectant la stabilité,
la sécurité et l'avenir de millions de personnes bien au-delà de l'Ukraine. Mais derrière ces manœuvres militaires et diplomatiques, un autre front s'ouvre, plus silencieux, mais tout aussi crucial. Celui des sociétés elles-mêmes, confrontées à la lassitude, à la peur et à l'épreuve du temps. Pourtant, la guerre d'usure ne se joue pas seulement sur le champ de bataille, mais dans les esprits et le quotidien de chacun. Voyons comment la résistance et la fatigue façonnent désormais la véritable dynamique du conflit. Et si la véritable bataille se jouait dans les têtes et non sur le terrain? Car aujourd'hui, la guerre en Ukraine n'use pas seulement les armées, elle épuise les sociétés, mine les certitudes et fracture les familles, bien loin des lignes de front. Au Royaume-Uni, la réalité des pertes humaines s'impose brutalement. Officiellement, plus de 40 citoyens britanniques ont trouvé la mort en combattant pour l'Ukraine. Mais, selon de nombreuses sources, il pourrait s'agir de centaines, voire de milliers de volontaires disparus. Ce chiffre, encore flou, crée une onde de choc. Chaque semaine, des familles réclament des réponses, les médias s'interrogent, et le malaise grandit. Pourquoi ces jeunes gens sont-ils partis? Pour quels résultats? L'opinion publique se divise. Certains soutiennent l'engagement, d'autres s'indignent de voir leurs proches sacrifiés dans une guerre lointaine, dont le sens leur échappe de plus en plus. Les autorités à Londres maintiennent le cap. Soutien total à Kiev, volontaires salués comme des héros. Mais la question de la transparence se fait plus pressante. La société s'interroge sur le rôle réel de la Grande-Bretagne dans ce conflit. Simple fournisseur d'armes ou acteur à part entière, prêt à aller plus loin. Les débats s'enflamment et la confiance envers les dirigeants vacille. En France, la lassitude gagne aussi du terrain. Les appels au soutien de l'Ukraine se heurtent à une opinion fracturée, éreintée par la crise économique et politique qui secoue le pays depuis maintenant plusieurs années. Avec la multiplication des actes de mobilisation, y compris l'envoi de formateurs militaires ou la préparation de contingents étrangers, la contestation monte. De nombreux Français, préoccupés par le pouvoir d'achat, l'inflation ou la réforme des retraites, se demandent si la France ne s'engage pas au-delà de ses moyens, au détriment de ses propres priorités. Aux États-Unis, la guerre en Ukraine s'invite de plus en plus dans la politique intérieure. L'aide massive, qui autrefois faisait consensus, divise aujourd'hui l'opinion. Pour beaucoup, l'effort financier et diplomatique semble sans fin, tandis que les campagnes électorales s'en emparent. La lassitude s'installe. Combien de temps encore Washington pourra-t-il tenir ce rythme sans fracture politique majeure? Sur le sol ukrainien, la situation est encore plus dramatique. L'exode massif, les destructions d'infrastructures et la fatigue accumulée par la population pèsent lourdement sur le moral collectif. Les familles sont éclatées, les villes vidées, et l'incertitude sur l'avenir rend l'espoir de plus en plus fragile. Ce climat, fait de doutes, de deuil et de division, n'est pas sans conséquences. Le plus grand risque aujourd'hui, c'est l'aggravation des fractures sociales, la montée de la défiance envers les dirigeants et l'érosion de la cohésion nationale. Car une société divisée, désabusée ou méfiante, peine à faire face aux défis majeurs, qu'il s'agisse de guerre, de crise économique ou de menaces futures. Face à cette usure généralisée, quelles sont les perspectives? Va-t-on vers une sortie, une escalade ou l'enlisement? Pour comprendre ce qui pourrait advenir, il faut examiner les options sur la table. Négociation, renforcement militaire ou prolongement du statu quo. Dans cette zone grise, chaque décision compte et façonnera l'après-conflit. Que se passe-t-il quand toute une région s'habitue à l'incertitude et à la crise permanente? En Ukraine, en Russie et dans toute l'Europe, la guerre d'usure est en train de transformer la réalité quotidienne, bien au-delà des champs de bataille. Les lignes de front bougent peu, mais dans les esprits, les équilibres vacillent chaque jour un peu plus. Pour l'Europe, le dilemme est omniprésent. Comment continuer à soutenir militairement l'Ukraine alors que les budgets publics sont déjà sous tension, que les citoyens s'inquiètent de l'inflation et que la lassitude gagne les opinions publiques? Certains responsables insistent sur la nécessité de livrer toujours plus d'armes et de formation, comme le montrent les plans britanniques d'envoi d'instructeurs ou les débats en France sur la participation du Légion étrangère. Mais en coulisses, d'autres voix réclament une sortie diplomatique,
consciente que chaque mois de conflit aggrave les divisions internes et pèse sur la cohésion européenne. Face à cela, la Russie adapte sa stratégie. Sur le plan militaire, elle cherche à geler le front pour user Kiev, mais surtout, elle intensifie la pression sur les économies européennes. Hausse des prix de l'énergie, campagne de désinformation, manœuvres diplomatiques pour tester la solidarité occidentale. Moscou investit dans la consolidation de ses territoires occupés, tout en laissant planer la menace d'une escalade si l'Occident franchit certaines lignes rouges. La guerre, pour le Kremlin, devient aussi une épreuve de patience, un bras de fer économique et moral. De leur côté, les États-Unis hésitent. Alors que les élections approchent, l'administration actuelle craint de s'aliéner une partie de l'opinion en s'engageant trop loin, tout en sachant qu'un retrait affaiblirait la crédibilité américaine. Les débats internes sur la livraison de missiles à longue portée ou l'ampleur du soutien budgétaire montrent à quel point chaque décision est scrutée, calculée, parfois repoussée. Cette incertitude politique transatlantique rend les alliés européens encore plus nerveux. En Ukraine, la population paie le prix fort. L'économie tourne au ralenti, les infrastructures vitales sont bombardées ou à bout de souffle, et les familles s'adaptent à des coupures d'électricité, à la peur des frappes, à la perte de proches. Pourtant, la société ukrainienne montre une résilience remarquable. Solidarité de voisinage, aide aux déplacés, bénévolat. Mais à quel coût? L'épuisement moral et matériel guette, surtout si la guerre s'installe durablement dans le paysage. Le plus grand danger, c'est que l'ensemble de la région finisse par considérer la guerre comme une sorte de normalité. Une crise permanente qui s'invite dans les bulletins météo, les discussions quotidiennes, les calculs politiques. Si cet état d'incertitude perdure, le risque est de voir s'installer une fatigue collective, où le coût économique, humain et moral rendra toute sortie de crise encore plus difficile et douloureuse. Les divisions internes pourraient s'aggraver, la méfiance entre voisins aussi, et la tentation du repli sur soi deviendrait la règle plutôt que l'exception. Pour les citoyens européens, russes, ukrainiens, l'enjeu n'est plus seulement militaire, il est existentiel. Comment préserver la stabilité, la confiance et un espoir d'avenir, alors que chaque jour, la crise semble s'installer pour de bon? Pourtant, même au cœur de cette incertitude, il existe des pistes de réflexion et d'action pour ne pas subir la guerre passivement. Voyons maintenant quelles leçons tirer et comment chacun, à son échelle, peut agir face à cette nouvelle réalité. Peut-on encore influer sur le cours de la guerre et préparer la reconstruction, alors que la lassitude et l'incertitude gagnent du terrain? Cette question n'a jamais été aussi brûlante, non seulement pour les décideurs politiques, mais aussi pour chacun de nous. Car les choix d'aujourd'hui détermineront la vie de toute une génération, d'un côté comme de l'autre de la frontière. D'abord, il faut insister sur l'importance de la transparence et du débat public concernant l'engagement extérieur. Trop de décisions majeures ont été prises dans l'urgence ou le secret, alimentant la méfiance et le sentiment de dépossession dans nos sociétés. Sans information claire, sans confrontation des points de vue, le risque est grand que la population se détourne, ou pire, se laisse manipuler par des récits simplistes. La prudence est également vitale face à l'escalade. Chaque nouvelle livraison d'armes, chaque discours martial peut entraîner des conséquences incontrôlées. Il suffit d'une erreur, d'un incident mal interprété, pour basculer vers une spirale incontrôlable. Les lignes rouges, si souvent redéfinies, deviennent floues, et la tentation de surenchère guette chaque acteur, y compris ceux qui affirment agir au nom de la paix. Dans ce contexte, repenser l'aide humanitaire et la reconstruction apparaît comme une urgence absolue. La guerre détruit bien plus que des ponts et des immeubles, elle fragilise les services essentiels, l'éducation, la santé, la confiance dans l'avenir. L'aide internationale ne doit plus se limiter à l'urgence ou à l'affichage politique. Il faut bâtir des programmes adaptés à long terme, capables de rendre aux populations leur autonomie, leur dignité et leur capacité à rebâtir. Le poids des sociétés civiles est un levier qu'il serait dangereux de sous-estimer. Face à la lassitude, à la crise du pouvoir d'achat et à la multiplication des manipulations de l'information, l'engagement citoyen devient une force de résistance contre le fatalisme, mais aussi un garde-fou. Les associations, les syndicats, les médias indépendants,
ou simplement les initiatives locales, peuvent imposer des exigences de transparence, de solidarité et de lucidité face aux récits officiels. Enfin, il s'agit de revenir aux besoins essentiels: la sécurité, l'énergie, les infrastructures. Sans route, sans accès à l'électricité, sans réseau de communication fiable, toute tentative de relance sera vouée à l'échec. Prioriser le retour de ces services, partout où cela est possible, c'est redonner de l'espoir concret aux habitants et éviter que la crise ne s'enquiste pour des années. Si l'Europe et l'Ukraine oublient ces leçons, elles risquent de s'enfermer dans une crise durable, où la peur et la précarité deviendront la norme pour plusieurs générations. La mémoire collective retiendra non seulement la destruction, mais aussi l'incapacité à penser l'après, à réinventer l'avenir. Reste à savoir si cette prise de conscience collective saura réellement accélérer la fin de la confrontation, ou si nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs au fil des années. Mais au-delà des constats et des mises en garde, se pose la question la plus délicate. Comment sortir concrètement de ce cycle d'escalade et quelles sont les pistes réelles pour une désescalade crédible? La guerre ne se termine pas avec des communiqués, mais quand les sociétés décident casser, c'est assez. Face à l'usure, la fatigue et l'angoisse qui pèsent sur chaque camp, il devient urgent de sortir de la routine médiatique pour regarder la réalité en face. Les lignes de front bougent moins que les lignes de fracture dans les opinions publiques, et ce sont elles qui, à terme, pourraient imposer la paix ou prolonger la guerre. Ce conflit n'est plus seulement une affaire de stratégie militaire ou de calcul d'état-major. Il est devenu un test d'endurance où la lassitude, la désinformation et la peur du lendemain s'installent insidieusement. Désormais, chaque citoyen européen et russe est concerné, car les conséquences dépassent largement les frontières ukrainiennes. La stabilité économique, la sécurité personnelle et l'avenir démocratique de l'Europe se jouent ici et maintenant. L'implication occidentale, loin de se limiter à des livraisons d'armes ou des discours, rejaillit dans le débat public, divise, questionne et inquiète. Chaque hésitation, chaque décision, chaque silence a un impact direct sur notre quotidien. Seule une prise de conscience collective, lucide et informée, permettra d'éviter que la crise ne devienne permanente et que le fracas des armes ne soit remplacé par une résignation silencieuse. Notre capacité à peser sur l'avenir dépend de notre engagement, de notre vigilance et du refus d'accepter l'inacceptable par fatigue ou habitude. Alors, restons attentifs à la réalité, derrière les discours et les chiffres. Ne laissons pas la lassitude nous priver de notre rôle de citoyen. Car parfois, c'est dans l'indifférence que se décide le sort d'une génération.